Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est pendant une heure en direct. On retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur qui sera débriefé par nos éditorialistes et il est proche d'Emmanuel Macron. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, c'est le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, je vous y retrouve, c'est le JT des territoires dans un instant. Et dimanche prochain, il y a donc de grandes chances pour que La République En Marche représente une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, vous le savez. Quelles conséquences pour les collectivités locales ? En Gironde, certains politiques locaux souhaitent une opposition réelle parce qu'ils considèrent que le programme du président va impacter leur collectivité. Mairies, métropoles, départements, régions sont en effet directement concernés par une partie du programme d'Emmanuel Macron. Parmi les sujets d'inquiétude, la suppression de la taxe d'habitation, jusqu'alors un des principaux leviers de financement des communes pour 80% des foyers, mais pas seulement. Franck Poirot pour TV7 en Gironde nous explique tout cela. L'une des mesures phares du programme du président de la République au moment de son élection, faire baisser les dépenses de fonctionnement des différentes collectivités de 10 milliards d'euros d'ici 5 ans, soit l'équivalent de ce qui a déjà été fait pendant le quinquennat de François Hollande. Pour le maire de Bordeaux et président de la métropole Alain Juppé, la maîtrise de la dépense publique sonne aujourd'hui comme une évidence, mais il faut qu'elle soit juste et progressive. Pour lui, l'État ne peut pas demander aux collectivités de dépenser plus en leur donnant moins. En 2017, la métropole a déjà perdu plus de 18 millions d'euros de dotation de l'État. La mairie de Bordeaux, 4,5 millions d'euros. Depuis 2012, ces baisses de dotation représentent un manque à gagner de 74 millions d'euros pour la ville. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Dans toutes les manifestations publiques, lorsque l'État est amené à renforcer les forces de sécurité, les CRS par exemple, on envoie la facture à la collectivité locale. Vous voyez qu'on ne peut pas nous demander deux choses contradictoires, faire des économies et puis en même temps nous coller des dépenses supplémentaires. Ça sera aussi l'enjeu de la décision sur les rythmes scolaires où la dépense nette pour la ville est de l'ordre de 2 millions d'euros, c'est-à-dire en point d'impôt. Là aussi, il faudra clarifier les choses. Du côté du département, Jean-Luc Glège, son président, est persuadé que la coupe de 10 milliards d'euros sur les 5 prochaines années impactera sa collectivité d'une manière ou d'une autre. Ces 3 dernières années, les baisses de dotation de l'État ont représenté un manque à gagner de 90 millions d'euros pour cette collectivité. Un sentiment renforcé par le souhait du nouveau président de la République de supprimer entre 70 000 et 75 000 fonctionnaires territoriaux durant sa mandature. Supprimer simplement les fonctionnaires pour le nombre, mais sans réfléchir à la question de la qualité du service public me paraît un vrai problème. Et donc diminuer aussi les recettes est un souci. Si tel était le cas, nous aurons forcément à rogner sur un certain nombre de politiques publiques qui sont aujourd'hui essentielles pour les Girondines et les Girondins. Il ne faut jamais oublier que ce département reçoit 15 000 habitants de plus par an. Et là, il nous faut forcément des moyens supplémentaires pour y faire face. Dernière collectivité, la région, son président Alain Rousset craint que ce soit le ministère de l'économie qui ait le dernier mot sur l'ensemble des réformes. Bref, que l'État centralise ses décisions au détriment des territoires et de leur autonomie. L'application de l'ensemble de ces mesures est évidemment conditionnée à la recomposition de la future Assemblée nationale dimanche prochain. Dans l'actualité de ce matin, c'est à nouveau des tensions dans la filière laitière avec des agriculteurs mobilisés pour défendre leur profession. Depuis hier, des opérations de blocage de coopératives sont menées dans le Grand Ouest de la France à l'appel de la Fédération nationale des producteurs de lait. Les éleveurs demandent une revalorisation du prix du lait et ces derniers mois, l'État a mis en place des plans de soutien et une loi qui encadre désormais les relations entre grandes distributions, les agriculteurs et les industriels. Pourtant, la situation de certains éleveurs laitiers n'a pas évolué, n'a pas changé. Exemple sur une exploitation d'Aubigny, les Clouseaux, Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Cette agricultrice et son mari travaillent ensemble depuis une trentaine d'années. Les crises agricoles successives n'ont pas eu raison de leur passion pour l'élevage. Même si aujourd'hui, ces producteurs de lait ne se versent aucun salaire et arrivent à peine à payer les charges de leur exploitation. Nous, on arrive aujourd'hui à combler à peu près le paiement de toutes nos factures. Mais c'est de justesse avec des reports de paiement, avec des courts termes d'accompagnement. Sinon, on est comme tous les autres, on n'est pas dans des grands projets. Une situation qui malgré tout s'est améliorée. En 2016, ces producteurs ne percevaient que 275 € pour 1000 litres de lait vendu. Aujourd'hui, c'est 310 €.
Mais ça n'est toujours pas suffisant. Pour se verser un salaire correct, ces agriculteurs devraient pouvoir vendre entre 385 et 400 € les 1000 litres de lait vendus à leur coopérative et 350 € juste pour couvrir leurs frais d'exploitation. Aujourd'hui, cette agricultrice ne comprend pas, d'autant qu'en ce moment, le prix du beurre flambe auprès des consommateurs. Comme le disent aujourd'hui les boulangers, les pâtissiers, le prix du beurre augmente énormément. Mais par contre, quand on voit, nous, à la ferme, notre prix du lait, il n'est pas avec cette augmentation de prix. Nous, on n'en voit pas la couleur. Et ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, le travail de produire du lait pour qu'il se vienne du beurre, il est exactement le même avant qu'après. Et la répercussion, on ne l'a pas. Pour ces agriculteurs, la grande distribution et les coopératives sont en train de tuer à petit feu la filière du lait. Malgré tout, cette éleveuse croit en l'avenir de l'agriculture. Aujourd'hui, elle soutient son fils qui souhaite s'installer ici, même si ça ne sera probablement pas en tant que producteur laitier. Peut-être que demain, il y a des chances qu'il n'y aura plus de lait sur cette exploitation. Il y a des grandes chances. C'est pas grave. C'est pas grave. Si ça doit être continuer d'être agriculteur et faire un métier qui lui plaît. Et puis, par contre, j'espère que c'est faire un métier qui lui plaît et qui lui donnera un épanouissement dans sa vie personnelle et dans sa rémunération, dans tout. Comme beaucoup, cette agricultrice n'aura pas le temps d'aller manifester cette semaine. Elle soutient néanmoins le mouvement. Et une autre profession en colère, les dentistes se mobilisent et c'est une première. Un mouvement de grève nationale a été déclenché hier. La profession dentaire vosgienne manifeste elle aussi contre une décision de l'ancien gouvernement qui, selon eux, met en péril toute la corporation. Une explication de tout cela avec Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. 3 ans que j'exerce et en fait j'ai peur pour mon avenir et j'ai peur pour l'avenir aussi de mes prothésistes et de mes assistantes. Je crois que les praticiens surtout sont en colère et par répercussion, nous on travaille avec les praticiens dentistes. Moi je représente les prothésistes dentaires et bien sûr on est là pour apporter notre soutien. La dentisterie vosgienne est en colère. Ils étaient une centaine à manifester ce mardi dans le cadre d'un mouvement national devant la caisse primaire d'assurance maladie. En cause, un règlement arbitral qu'ils jugent abusif, décidé par l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine, pour mettre fin à des négociations conventionnelles débutées fin 2016 entre les syndicats de la profession et les organismes d'assurance maladie. Ces négociations, qui ont lieu tous les 5 ans, ne trouvaient pas d'issue pour une raison simple. Les dentistes demandent une revalorisation des tarifs des soins qu'ils n'obtiennent pas et se voient imposer dans le même temps un plafonnement de la pose de prothèses. Quand on en arrive à la prothèse, c'est que tout ce qui a été mis avant a été en échec et on ne peut pas se contenter de parler que de couronne. Il y a tout ce qui est avant et qui est très important. Comme je vous ai dit, la prévention, des soins de qualité, mais donc qui sont faits en prenant notre temps avec les données acquises de la science. On a appris des tas de choses, un gradient thérapeutique où on va du moins mutilant au plus mutilant. Et en fait, la nomenclature actuelle nous oblige un peu à être plus mutilant pour nos patients pour pouvoir compenser le manque de soins de qualité. Le but de cet accord est bien de revaloriser les actes conservateurs, enfin les actes de soins dentaires, au détriment du tarif de la prothèse. Or, les dentistes vosgiens pratiquent un tarif de prothèse tout à fait raisonnable dans le paysage national, donc sont peu concernés par la question des plafonds. Dans les Vosges, les prothèses dentaires, bridge, couronne ou encore dentier arrivent en 2e place des remboursements de soins dentaires et coûtent 8 millions d'euros par an aux organismes d'assurance maladie. Il découle donc d'une certaine logique de vouloir plafonner un acte jusqu'ici en honoraire libre. Problème, les dentistes sont alors privés d'un apport financier qui compense le prix des soins conservateurs, parmi le plus faible d'Europe selon la Confédération nationale des syndicats dentaires, derrière le Portugal, la Hongrie ou la Tchéquie. Résultat, avec un coût du matériel dépassant parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, les dentistes réalisent les 2/3 de leur activité à perte. Cette décision de l'ancien gouvernement, c'est pour eux la porte ouverte à une dentisterie low cost. À gauche, c'est ce que la faculté nous enseigne, c'est ce que la formation continue nous enseigne, avec un plateau thérapeutique très, très complet et des soins qui sont très esthétiques. Et en fait, voilà vers quoi on tend actuellement. Ça, c'est des soins qui datent d'il y a 40 ans, qui correspondaient à la nomenclature de 40 ans qui n'a pas évolué depuis. Et nous, voilà, on aimerait tendre vers ça pour tout le monde. Et en fait, on nous pousse à tendre vers les soins de mauvaise qualité pour tout le monde. On ne peut pas dire que la nomenclature n'a pas bougé depuis 40 ans et les techniques qui sont
décrites n'ont pas 40 ans, ont plutôt 10 ans. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un travail de revalorisation d'un certain nombre d'actes, mais encore une fois, dans un contexte d'équilibre général, en regardant ce que coûte la prothèse. Je crois qu'il faut qu'on regarde aussi les possibilités d'accès de nos concitoyens à ces soins prothétiques qui existent encore, malheureusement. Le règlement arbitral décidé par Marisol Touraine rentrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2018. Mais la profession dentaire compte sur le changement récent de gouvernement pour faire machine arrière. Elle a été reçue cet après-midi à la préfecture. Attention, mais aussi pour les parents. À J-1 des premières épreuves du baccalauréat 2017, les lycéens s'attellent aux dernières révisions avant la première épreuve, la philosophie. On part en Occitanie à la rencontre de quelques futurs bacheliers, en tout cas on leur souhaite. L'Académie de Montpellier en compte au total 27 928. À Montpellier, reportage de Lucie Martin et de Marlène Laroche pour TV Sud. Aux abords des différents lycées de Montpellier, l'ambiance est plutôt décontractée. Difficile d'imaginer que les épreuves du baccalauréat commencent à partir de jeudi pour les 27 928 candidats de l'académie. Certains ont choisi de joindre l'utile à l'agréable en révisant entre amis dans les parcs de la ville. J'ai révisé le début du bac en bibliothèque en faisant des fiches histoire de synthétiser les cours, mais après on préfère se voir plutôt en groupe dans le parc. Pour réviser à l'oral c'est mieux et un peu sortir plutôt que voilà, voir le soleil un petit peu. On se dit qu'on va y arriver mais faut réviser quoi, ça n'arrivera pas tout seul. Des révisions présentes dans toutes les têtes ou presque. Zéro stress à l'horizon pour quelques-uns qui préfèrent passer du bon temps entre amis. Je me dis que si je me mets pas un petit peu à travailler ça risque d'être compliqué. Mais oui, avec le temps qui me reste, j'ai moyen de faire quelques révisions. C'est bien plus facile qu'avant, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir sans trop forcer et une fois qu'on l'a, c'est pas une garantie en soi. On nous en rabâche beaucoup mais au final c'est pas si important, on peut quand même se débrouiller sans. Il y a beaucoup de... Genre pour moi mes parents ils ont pas le bac, pourtant ils ont réussi à se débrouiller. Hein. Mais on peut faire sans, genre c'est bien de l'avoir mais c'est pas si important. En 2016, le taux de réussite au baccalauréat en Occitanie était de 80%. Mais pour l'heure, rendez-vous avec la première épreuve, la philosophie. Voilà, pour terminer ce journal, le bassin des Nymphéas de Claude Monet arrive au Centre Pompidou de Metz. L'un des chefs-d'œuvre de Claude Monet a rejoint cette semaine la galerie de l'exposition Jardin Infini au Centre Pompidou Metz. Le bassin aux Nymphéas a été prêté par le musée Marmottan Monet de Paris pour remplacer les Nymphéas, une autre œuvre majeure de l'artiste, mais qui, elle, a été amenée à rejoindre une exposition en Chine. Déballage, constat d'état, accrochage, nous avons assisté à la réception de l'œuvre et c'est Gaël Tis pour Mirabel TV qui y était. Le protocole est minutieux, les gestes sont maîtrisés. Le bassin aux Nymphéas, l'une des œuvres majeures de Claude Monet, est réceptionné par le Centre Pompidou de Metz. Prêtée par le musée Marmottan de Paris, la toile peinte en 1917 fait à son arrivée l'objet de toutes les attentions. À commencer par un constat d'état, vérifier que l'œuvre n'ait subi aucune dégradation durant son transport. J'observe en fait la matière de manière très rapprochée. Et je vois notamment s'il y a des instabilités. Et donc, grâce à ce support-là, qui a été établi au musée Marmottan, ça me permet de voir les différentes altérations, de les repérer. C'est un privilège de pouvoir le voir d'aussi près et, comme je disais, presque de pouvoir le toucher. C'est complètement exceptionnel. Durant 20 ans, Claude Monet a peint plus de 250 tableaux inspirés du bassin de fleurs exotiques qu'il a lui-même créé dans sa propriété de Giverny. Celui-ci est l'un des plus avant-gardistes et rappelle que Monet a non seulement été le père de l'impressionnisme, mais aussi un précurseur de l'abstraction. Il a ce cadrage particulier complètement basculé vers l'eau, qui fait partie de ces séries que Monet décrivait et que les critiques décrivaient comme sans horizon et sans rivage. Donc cette idée qu'on a une perte en fait de repère spatial, qu'on est vraiment immergé dans ces nymphéas. Ce qui est important, c'est de montrer aussi que Monet, c'est un pionnier, c'est un précurseur et c'est une grande source d'inspiration pour les artistes contemporains. C'est ainsi que le bassin des nymphéas fait face à d'autres œuvres qu'il a lui-même inspirées. Un jardin planétaire et infini à découvrir encore jusqu'au 28 août. Voilà, fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux aujourd'hui. À tout de suite. On
commence par les unes politiques de la presse quotidienne régionale avec La Nouvelle République qui titre « Vie publique encadrée et Bayrou recadré », titre humoristique. On abordera évidemment ce sujet tout à l'heure dans le club des éditorialistes dans quelques minutes. Pour le Parisien, moral et politique, le cas Bayrou. Et puis, à J-4 des législatives de dimanche, c'est les législatives dans les Pyrénées-Orientales, l'heure des duels pour l'indépendant. Le débat de l'entre-deux tours aujourd'hui et demain sera avec l'Indépendant, ce journal qui est partenaire de cette matinale d'info, et TV Sud, qui est notre chaîne locale TNT, partenaire également. Aujourd'hui, donc, ce débat de l'entre-deux tours et demain avec ces deux titres partenaires de Territoire d'Info. Pour Libération Champagne, toc toc toc, c'est François Baroin en difficulté dans sa région, mais aussi un peu partout. Vous le savez, François Baroin fait du porte à porte pour essayer de rattraper les choses en vue de dimanche prochain. Et c'est des habitants très surpris qui accueillent François Baroin sur le seuil de leur palier. Et l'emploi va vraiment mieux, c'est le Progrès de Lyon qui l'indique avec les chiffres du chômage, ça va vraiment mieux. Et puis Centre Presse, c'est la difficile mission de service en milieu rural qui est traitée, un milieu très intéressant, un sujet très intéressant, ce matin dans le journal de l'Aveyron. Pour le baccalauréat, c'est J-1, on vient d'en parler dans le journal des Territoires il y a un instant, et c'est l'Éclair qui titre comment les lycéens béarnais ont révisé, et c'est la dernière ligne droite pour eux avant de plonger dans les épreuves de philosophie, on l'a dit tout à l'heure, et de français dès demain matin. Pour ce qui concerne l'Éclair des Pyrénées. Pour Sud-Ouest, eh bien c'est la scolarité trop coûteuse, pas assez sélective, presque banalisée. Le bac ne serait plus ce sésame vers un meilleur avenir, ni le rite de passage qu'il fut autrefois. Au-delà de ces idées reçues, le toilettage de cet examen, dont les premières épreuves ont lieu demain, est à l'étude. C'est dans Sud-Ouest, c'est à quoi sert le bac ? Point d'interrogation. Toujours les jeunes, mais attention, maigreur, la cote d'alerte. Une étude portant sur l'évolution du surpoids des Français en 10 ans montre que de 2006 à 2015, le nombre d'enfants trop maigres a fortement augmenté, notamment chez les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. C'est très jeune, cette maigreur n'est pas pathologique et pourrait être liée à une mauvaise influence des diktats de la mode ou encore aux challenges minceurs qui fleurissent sur Internet. Maigreur, la cote d'alerte dans le Télégramme aujourd'hui. On termine avec la Voix du Nord qui s'associe à cette journée, la journée mondiale du don du sang, des besoins constants, titre la Voix du Nord. Et pour interpeller les lecteurs, elle supprime le A et le O de son titre ce matin. La Voix du Nord, c'est un bon coup, comme on dit. J'accueille pour le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Nathalie Moret du groupe EBRA, vous représentez les 9 journaux de ce groupe sur ce plateau. Ce matin, c'est l'Est républicain. Voilà. On va essayer de simplifier un peu les choses parce que ce sujet paraît un peu compliqué. Les unes de la presse quotidienne régionale ont fait l'état ce matin. Passe d'armes hier, donc entre le Premier ministre Édouard Philippe et François Bayrou, son garde des Sceaux. Le Premier ministre a donc rappelé le vétéran François Bayrou à son devoir d'exemplarité avec une réponse agacée du garde des Sceaux. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai, a-t-il dit. Bon. En cause, en fait, le fait que François Bayrou a lui-même contacté l'un des directeurs de Radio France pour évoquer le traitement médiatique de l'affaire qui touche le MoDem. Le parti aurait salarié des employés en les faisant passer pour des assistants parlementaires européens. Alors François Bayrou a fait valoir que des collaboratrices, notamment, ressentaient comme du harcèlement téléphonique les appels des journalistes de Radio France. Et par ailleurs, on a appris, selon le Canard enchaîné, que l'ancienne secrétaire particulière de François Bayrou a été en partie rémunérée par le Parlement européen, alors que, selon plusieurs témoignages, elle n'a jamais eu de rôle d'assistante parlementaire. Alors il se trouve que le garde des Sceaux, parallèlement présent en Conseil des ministres ce matin, le premier grand chantier législatif du quinquennat destiné à moraliser la vie publique, tout le monde en parle. Est-ce que François Bayrou, Nathalie Moret, serait sous pression, comme on dit ce matin, un peu partout d'ailleurs dans la presse quotidienne régionale aussi? Alors moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'il soit sous pression. J'ai l'impression qu'il assume complètement le fait d'avoir
dit au Premier ministre je suis François Bayrou et quand j'aurai envie de parler, je parlerai et quand je voudrais et c'est comme ça et pas autrement. Franchement, on entend beaucoup parler hier de couac. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que c'est un couac parce que... Vous êtes à contre-courant de ce que disait... Oui, parce qu'un couac, c'est quand il y a quelque chose de pas maîtrisé. Or, j'ai vraiment l'impression que Bayrou, lui, maîtrise et assume le fait de devoir prendre la parole quand il a envie de la prendre. En fait, si vous voulez, si on prend un peu de hauteur, j'ai l'impression qu'on assiste là, non pas à un couac, mais à la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je disais le vétéran de la vie politique, mais oui, c'est complètement et puis ça. un relatif novice. Effectivement, ce qui est assez on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est que ça arrive aujourd'hui alors que la loi de moralisation publique arrive en Conseil des ministres, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui était possible hier, c'est-à-dire de prendre son téléphone, d'appeler les journalistes, d'appeler les rédactions, etc., est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus admis. Michel Urvoas. C'est pas un couac au sens où c'est assumé, mais c'est une faute politique. C'est une erreur politique. On ne peut pas être... quand on est ministre, on ne peut pas dire... je suis citoyen, une petite partie de la journée. Voilà, on ne peut pas saucissonner la fonction. Il y a une assimilation complète à la fonction. Et quand on intervient auprès des médias, comme il l'a fait auprès de Radio France, quand on tweete pour défendre Marielle de Sarnez, sa collègue ministre également Modem, ou quand on est sur la sellette pour des histoires de financement, vraies ou fausses, je n'en sais rien, c'est un peu plus difficile de faire de la morale. Parce que c'est un peu le ministre de la morale. Alors je pense que François Bayrou, c'est un caractère. Je ne qualifie pas le mot caractère, je me contente de dire c'est un caractère. Et donc, on sait bien que la relation avec lui n'est jamais simple, que les relations d'autorité avec lui ne sont jamais simples. Sur le plan politique, entre Emmanuel Macron et lui, la relation est forcément tendue. Mais sur le plan politique, il y a un élément qui va être très important dimanche soir, c'est de savoir si Emmanuel Macron aura besoin de lui ou si c'est lui qui aura besoin d'Emmanuel Macron. C'est toute la question. Guillaume Doyen, alors vous êtes un habitué des élus. Est-ce que ça vous est arrivé de recevoir des coups de fil de la part de maires qui ne sont pas contents d'un papier dans la Gazette des communes, dans mon poste actuel à la Gazette des communes, qui sont pas contents non, pas la Gazette des communes, la presse pro. Dans votre ancienne vie au Parisien? Oui, l'ancienne vie au Parisien, ils appelaient, ils appelaient directement les rédacteurs, ils appelaient directement la direction de la rédaction. Est-ce qu'il y a une évolution? En fait, il y a eu une évolution assez forte, c'est-à-dire que c'est susceptible de provoquer de telles crises de colère dans les rédactions que les interventions ne sont parfois même plus mentionnées. Et elles existent encore, mais ça ne redescend même plus parfois jusqu'au chef de service ou jusqu'à l'auteur du reportage. Voilà, parce que c'est carrément camouflé. Machin a appelé, mais mieux vaut que ça ne se sache pas. Moi, je ne vais pas bouger. Et si je le dis, ça va mettre un barouf encore plus fort. C'est ce qui s'est passé là depuis... Alors, il y a quelques années, ça se pratiquait plus volontiers. X ou Y appelait pour se plaindre. Ça s'est bien calmé. Ça explique aussi que... le petit scandale que crée l'intervention de Bayrou dans l'affaire de Radio France. Ce que je voulais dire au sujet de la façon dont il a répondu au Premier ministre, c'est tout à fait inadmissible. C'est complètement inadmissible, en effet. Je trouve ça scandaleux. Cet homme qui prétend incarner la moralisation de la vie publique envoie balader son Premier ministre. Je trouve ça vraiment totalement déplacé, quoi. Donc le Premier ministre l'avait gentiment recadré le matin sur l'antenne. On a tous observé, pas trop méchamment. Pas trop méchamment, avec, je dirais, une certaine pointe de bienveillance, comme on dit maintenant. Et l'autre le renvoie dans ses cordes assez sèchement. Je trouve que c'est pas admissible vis-à-vis tout simplement des Français qui attendent qu'on respecte sa fonction et son Premier ministre. Macron avait quand même, dès le départ, prévenu. Il voulait, dès le premier Conseil des ministres, qui voulait voir qu'une tête, au fond. Oui, puis je pense que c'est le genre d'épisode qui ne plaît pas à Macron. Oui. Il ne parle pas, mais il décide vite, Macron. Donc je pense que si ça l'agace vraiment trop longtemps... Ça l'affaiblit ou pas encore? Non. Mais il y a un concours d'autorité aussi entre Bayrou et le Premier ministre. Donc, il ne devrait pas y en avoir, Michel Urvoas. Il y a un Premier ministre qui est le chef de la majorité, en théorie. Il y a un Premier ministre qui a 40 ans, pardon Michel, et l'autre qui est un seigneur de la vie politique. Et le seigneur de la politique, Michel l'a très bien dit tout
à l'heure, pensait être la personne incontournable de ce gouvernement et de la majorité en amenant un groupe parlementaire MoDem à l'Assemblée nationale. Et ce qui va se passer, on le voit bien, c'est que La République En Marche aura la majorité absolue sans avoir besoin du MoDem, sans doute dimanche. Sans doute. Si c'est le cas, ça affaiblit Bayrou. Et peut-être qu'hier, la sortie de Bayrou, il faut l'entendre à l'aune de ça, justement. Il essaye d'exister parce qu'il sait que politiquement, il va peser moins lourd. Est-ce que ça en dit long sur ce qui va arriver à ce gouvernement, Michel Urvoas? Ou est-ce que ça va être recadré vite, tout ça? Pas pour l'instant, ça peut être recadré. Après, ça dépend de l'état d'esprit de François Bayrou. Et puis là, on est dans une séquence qui est plutôt favorable à ce que les choses s'arrangent, puisqu'il présente aujourd'hui sa loi de moralisation, que c'est très attendu, que c'est soutenu évidemment par le président et par le Premier ministre. Alors ce qui est cocasse dans l'affaire, c'est que ça pourrait être une loi qui viendrait le contrarier lui. Oui, lui-même. Donc c'est là où les informations du canard enchaîné vont être intéressantes à vérifier. Il ne faut pas que ça feuilletonne, comme on dit. C'est-à-dire, il faudrait que ça s'arrête vite pour que François Bayrou ne soit pas en danger. Gouvernemental, je parle. D'une manière générale, il vaut mieux éviter que ça feuilletonne, c'est sûr. Mais encore une fois, on n'est pas... il faut rappeler, c'est une enquête préliminaire oui, qui démarre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les deux choses. Il y a un mélange de choses. Il y a enquête préliminaire, lui s'en défend, Marielle de Sarnez s'en défend, d'autres parties sont concernées par la même enquête. Je veux dire, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Donc, pourquoi charger plus l'un que l'autre et pourquoi sanctionner plus l'un que l'autre? Il n'y a pas, à ce stade, à mon sens, il n'y a pas de raison. La seule différence, c'est que lui, François Bayrou, il est ministre et il est ministre de la Justice. Guillaume Doyen, il est ministre et il est ministre de la Justice. Ça pose un problème? Ça pose un problème. Il se pose depuis des années en parangon de vertu. Malheureusement, il utilise ce mot stupide en politique, qui est le mot de morale et de moralisation. Évidemment, le Parlement, il n'a pas à décréter la morale, mais à légiférer, à dire ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et à ce petit jeu-là, on tombe toujours dans son propre piège, systématiquement. Vous regardez, tous ceux qui ont parlé de morale sont tombés dedans. Voilà. Un petit mot sur Édouard Philippe. Il a pris ça, alors il a recadré, hein, mais avec son style à lui. Édouard Philippe, hein, toujours un petit peu de recul, comme dit Guillaume Doyen, un petit sourire quand même en coin. C'était pas du recadrage à la Manuel Valls. Non, c'était. Je pense qu'il essaye de faire preuve d'autorité, mais sans être trop autoritaire. Donc il garde à chaque fois une espèce de. Il est entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls dans le style. C'est ça. Et puis je peux vous dire que à Matignon, hier soir, c'était affaire classée. Hein. C'était objectivement, c'était complètement derrière eux, et ils estimaient que c'était simplement de la mousse médiatique qui allait agiter le Landerneau pendant 24 heures. Et puis, mais il y a plus d'affaires à Matignon, disent-ils. Alors, Guillaume Doyen, la Gazette, ces 2 nouvelles lignes de TGV qui sont inaugurées le 2 juillet, dont celle de Bordeaux d'ailleurs. Oui. Et les nouvelles gares, est-ce qu'elles vont vraiment dynamiser ces villes ou c'est pas tout à fait sûr encore? Vous avez dit que Bordeaux, il y a Rennes aussi. Michel Urvoas, je m'excuse platement. J'allais le rectifier. Donc 2 heures pour Bordeaux, 1h25 pour Rennes. La question, avec des nouvelles gares, la question c'est que est-ce qu'elles vont vraiment redynamiser, apporter de l'activité économique supplémentaire? On l'espère, parce que ça a été très bien pensé à Rennes comme à Bordeaux, avec des zones d'activité supplémentaires, une amélioration des liaisons j'aime bien votre titre, une locomotive pour les collectivités. Ouais, mais alors il faut faire attention, parce que certaines villes ont beaucoup misé sur une relance de l'activité. Ça n'a pas toujours bien fonctionné. Mais par exemple, la possibilité de faire l'aller-retour dans la journée dans la ville, ça peut faire baisser le nombre de nuitées d'hôtels. Ça, c'est un effet inattendu. Mais globalement, ça va complètement transformer le centre de ces villes, je pense. Michel Urvoas, à Rennes, par exemple, ça intervient en même temps que la construction d'une 2e ligne de métro, de la construction d'un palais des congrès, d'un ensemble. C'est un chantier, Rennes. Il n'y a que des grues partout. Et je pense que la conjugaison de ces efforts d'investissement est de nature à dynamiser fortement la ville. Oui. Il nous reste quelques secondes. Les travailleurs détachés à examiner jeudi en Conseil européen. Exactement, oui. C'est une question qui a agité beaucoup de campagnes électorales, y compris en Grande-Bretagne d'ailleurs, qui a agité beaucoup la droite et la gauche en France. Laurent Wauquiez qui voulait interdire les langues étrangères sur les chantiers. Donc là, Emmanuel Macron, le candidat le plus européen, devenu le président, est en train d'essayer aujourd'hui, demain plus exactement, de faire avancer ce dossier, de mettre les travailleurs au même niveau social
quel que soit l'endroit où il travaille, de limiter les temps d'intervention à l'étranger. Michel Lurvois, directeur éditorial de Ouest France, Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions, Nathalie Moret du groupe EBRA ce matin. On passe à la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'outre-mer, d'Amérique, on dit maintenant. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, notre invité politique dans quelques minutes, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur de Lyon, proche d'Emmanuel Macron. Et on passe tout de suite aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Vous avez voté dimanche, vous avez voté pour un candidat En Marche ou pour un candidat socialiste? Pour un candidat En Marche. La palme des soutiens affichés revient à la 18e circonscription de Paris, où Myriam El Khomri affronte Pierre-Yves Bournazel. Je suis candidate socialiste et je le reste, qui soutient la majorité présidentielle avec le soutien officiel d'Emmanuel Macron. La socialiste s'enorgueillit du soutien d'Emmanuel Macron quand son adversaire s'affiche aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe. Elle est candidate au nom de la majorité présidentielle, elle se réclame du soutien de Macron et on me dit que M. Bernard Cazeneuve va aller la soutenir. Mais comment voulez-vous qu'un seul électeur de ce pays ait confiance? Je serai opposant à Nathalie, je voterai pour elle. Parce qu'elle fait réfléchir les gens, parce qu'elle regarde l'avenir. Elle fait de la politique de manière ouverte, elle stimule les cervelles. L'intervention de Rachida Dati dans cette élection, c'est que elle a en quelque sorte joué au PMU. Elle a 3 candidats. Elle a poussé d'abord Henri Guénaud. Pourquoi est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet dit ça alors aujourd'hui? Parce qu'il faut bien qu'elle trouve des raisons à sa situation. Voilà, c'est la faute de tout le monde. Pour moi, c'est la faute des électeurs, c'est la faute de Rachida. Et puis elle a aussi placé une suppléante, une ancienne conseillère d'arrondissement, auprès du candidat En Marche. Donc je vous dis, Rachida, elle joue au PMU, elle joue placée, elle en a 3. La hiérarchie est énorme. Ah non, France a fou. Adieu la liberté, on ne peut plus parler. La liberté de vous filmer, monsieur Mélenchon. 400 bisous qui arrivent, dont la plupart d'entre eux sont des CSP+, qui sont habitués à la vie triomphante et glorieuse, n'ont aucune espèce d'idée du Monaca qu'est la vie de député. Derrière, monsieur. Il y a des gens qui s'intéressent, qui n'ont pas la chance d'être à Marseille, monsieur Mélenchon. Oui, sans doute, monsieur, vous avez raison. Il y a des gens qui s'intéressent, mais pas sur France Info. Allez, venez chez vous. Merci. François Bayrou se plaint auprès de moi, en fait, en expliquant que des journalistes de la direction de l'investigation jetteraient le soupçon sur des salariés du MoDem en les interrogeant de manière abusive. Il étudie, c'est ce qu'il me dit avec ses avocats, la possibilité d'une qualification de harcèlement. Je lui réponds en lui disant que le harcèlement, c'est une qualification pénale et donc que je peux interpréter son coup de fil comme une pression sur moi. Il se trouve que quand on est ministre, on n'est plus simplement un homme animé par ses passions ou par sa mauvaise humeur ou par son indignation. On est aussi voilà. Et donc on ne peut plus, alors même qu'on reste un citoyen, on ne peut plus être seulement regardé comme un citoyen lorsqu'on est un responsable ministériel. Il n'y a aucune difficulté ou problème ou différence d'interprétation entre le Premier ministre et moi. On est attelés à la même tâche. Je pense qu'il a un côté Macron, Sarkozy en bien élevé et Hollande en décomplexé. Et ça va donner, en matière d'organisation du marché du travail, de protection sociale, pas des bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
L'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale qui diffusera les meilleurs moments de ses interviews dans la matinée sur tous les sites. C'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Lyon, maire de Valéry et vous êtes allié à Emmanuel Macron depuis très tôt d'ailleurs. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Christophe. Et Mickaël Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour à tous. Mickaël, merci d'être avec nous. Écoutez, j'aime bien le titre de la Nouvelle République, Jean-Baptiste Lemoyne. Vie publique encadrée et Bayrou recadré ce matin à la Nouvelle République. Alors, vétéran de la politique contre Premier ministre qui incarne une nouvelle manière d'en faire, vous penchez de quel côté, vous ? Non, moi je crois que tout simplement il faut tous regarder dans la même direction. C'est ce qui fait. Un peu langue de bois comme non, attendez. Pourquoi Je vais vous le dire. Parce que justement autour d'Emmanuel Macron, on est un certain nombre à avoir des origines, des profils, des parcours différents. François Bayrou vient du centre, je viens des Républicains, d'autres viennent du centre-gauche. Et effectivement, on a chacun notre trajectoire, mais on regarde tous dans la même direction. Avec Emmanuel Macron, on veut redresser le pays. Et je n'ai aucun doute sur le fait que François Bayrou veut également la réussite du quinquennat. Parce que je me souviens d'ailleurs d'une discussion qu'on avait eue dans ses bureaux au Modem et dans laquelle il me disait, mais voilà, on n'a pas fait tout ça pour ça. Mais qui a raison des deux ? Vous n'avez pas répondu. Que de poisson. Selon vous, qui a raison des deux ? Je suis persuadé que là, on est effectivement dans le commentaire du commentaire, dans un peu un feuilleton sur 24 heures. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il présente, justement au Conseil des ministres, François Bayrou, une loi de moralisation de la vie politique. Donc, vous voyez, sur tous ces sujets-là, mais justement, est-ce que Bayrou n'est pas affaibli en présentant cette loi ? On va tenir les promesses. Mais est-ce que Bayrou n'est pas affaibli en présentant cette loi ce matin avec les affaires des assistants parlementaires ? Il y a encore un nouvel épisode aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas affaibli ? Est-ce qu'il est crédible ? Alors moi, justement, je pense que compte tenu des signaux qu'il a envoyés en disant « je suis garde des Sceaux » et donc je n'ai pas à connaître effectivement des éléments de cette procédure. Il a donné un ordre. Bien sûr, il a donné un ordre formel. Il est un peu responsable des juges de cette enquête. Compte tenu de cela, il a donné un ordre formel au parquet, au procureur général, de ne pas transmettre les informations aux directions de son ministère et à son cabinet. Et donc je trouve ça plutôt vertueux qu'il y ait une justice qui soit la même pour tout le monde. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Voilà. Donc du coup, il est, je pense, en mesure de défendre sa loi. Et cette loi, après, eh bien voilà, nous allons la même la loi en elle-même, quelle crédibilité peut-elle avoir avec François Bayrou à sa tête ? On se demande. Eh bien, écoutez, la crédibilité de quelqu'un qui, quand même, s'est engagé depuis de nombreuses années dans la vie politique, avec ce sujet-là au cœur de son engagement. C'est un élément qu'il avait demandé à Emmanuel Macron lorsqu'il l'a rallié. C'est un élément qui, du coup, est le premier texte de loi du gouvernement. Ce qui compte, c'est que, justement, c'est que ça change. C'est qu'on mette fin à un certain nombre de pratiques, ces emplois familiaux, les activités de conseil qui étaient passées encadrées pour les parlementaires. Et tout ça, eh bien, effectivement, cet été, ça sera voté. Et donc, j'ose espérer on ne verra plus un certain nombre d'affaires qu'on a pu voir ces dernières années et qui ont altéré le lien entre les citoyens et leurs dirigeants politiques. Voilà, parce qu'on le sent bien, le climat de confiance, il est altéré. Il y a une enquête du Cevipof qui est parue en début d'année, qui était assez préoccupante. Et donc, je crois qu'on a tous, notamment dans ma génération, ce sentiment qu'on a le devoir de ne pas décevoir. Voilà. Et vous ne déçoit pas, Bayrou ? Oui. À titre personnel, il ne vous déçoit pas aujourd'hui ? Bah, écoutez, moi, là où il ne me déçoit pas, c'est qu'il porte avec ardeur les ambitions du projet présidentiel. Mais tout ça doit se faire de façon ordonnée, je vous le concède. C'est un coup de fil au responsable de Radio France, un journaliste, sur une enquête qui ne lui plaît pas. Est-ce que sincèrement, c'est faisable encore aujourd'hui, ça ? Non, mais je pense que c'était maladroit, effectivement. Parce que aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde, je dirais, c'est l'open data XXL. Enfin, je m'explique. C'est que tout est transparent, tout se sait, etc. Et donc, on ne peut plus dissocier la fonction de l'homme. Je suis sénateur, il est ministre. Naturellement, tout ce que nous faisons est également vu à travers le prisme de la fonction que nous occupons. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, il faut être, je crois, exemplaire. D'ailleurs, vous savez, lors du Conseil des ministres... Et là, il a été exemplaire quand il appelle les journalistes pour leur mettre la pression. Je vous dis que c'était sûrement maladroit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Édouard Philippe a dit. Il a dit « Je peux comprendre l'indignation de l'homme, mais en revanche, voilà, quand on est ministre, eh bien, il faut savoir qu'on est regardé à travers ce prisme-là. Et on a peut-être un droit de réserve. Voilà. Mais je crois que, finalement, ce qui peut réconcilier tout le monde, c'est la notion de respect. Et si
effectivement, faire en sorte que le travail des journalistes soit respecté, c'est normal, que les journalistes interrogent, enquêtent, il faut le respecter, et inversement, que les journalistes, dans leur travail, lorsqu'ils enquêtent, respectent les différents interlocuteurs qu'ils ont. Je pense à ces employés du MoDem qui, peut-être, ont eu le sentiment d'être malmenés, chahutés. Il faut, en tous les cas, dans toutes les actions de la vie, être dans le respect de la personne qui est en face de vous. Et à partir de là, ça fonctionnera bien. Avec la presse, on le voit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, qui a choisi quelque peu ses journalistes lors de ses déplacements. On voit là aujourd'hui avec François Bayrou. Il n'y a pas un problème avec la presse ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a l'envie, en revanche, de ne pas être dans l'anecdotique comme François Hollande l'a été. De tourner cette page-là. Souvenez-vous des ravages quand même de la publication de ce livre par justement 2 journalistes à qui le président de la République s'est penché de façon quasiment hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est vrai, on a tourné la page de la présidence dite normale de François Hollande. Et donc, il y a cette volonté, au moment où, honnêtement, c'est pas ad hominem, on le voit bien, le fonctionnement politico-médiatique est tel qu'il faut aussi à un moment essayer de préserver l'essentiel, les messages essentiels. Regardez, hier soir, on a moins entendu parler de la conférence de presse contre le terrorisme entre Theresa May et Emmanuel Macron que de ces épisodes autour... Mais juste une chose, la liberté de la presse, c'est ce que disait la syndicaliste du SNJ sur Sud Radio ce matin. La liberté de la presse n'est pas en danger avec Emmanuel Macron. Mais non, mais attendez, mais non, vraiment pas. Qui peut croire ça ? Franchement, je crois qu'on est un pays dans lequel vous pouvez écrire, vous pouvez débattre. Franchement, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit au Conseil de l'Europe à propos de la future loi antiterroriste, la France restera toujours un État de droit et les mesures qui inspireront la législation seront toujours dans le respect de l'État de droit. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est notre invité ce matin, sénateur de Lyon, proche d'Emmanuel Macron. Alors, il se revendique aux législatives tous les deux de la majorité présidentielle et de la République En Marche. C'est le 18e arrondissement de Paris dont on parle. Si vous étiez électeur de cette circonscription, vous seriez plutôt pour Myriam El Khomri, qui est soutenu par Emmanuel Macron, le président de la République, ou plutôt par Pierre-Yves Bournazel, qui est soutenu, lui, par Édouard Philippe. Compliqué. Si vous étiez électeur, vous, de cette circonscription. Ça tombe bien, je suis électeur de la 3e circonscription de Lyon, où je voterai pour Michel Crouzet, de la République En Marche. Et voilà, une belle pirouette. Mais ce que je peux vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les deux s'inscrivent dans une démarche qui est proche de celle de la majorité présidentielle. Est-ce que les gens peuvent comprendre que le Premier ministre soutienne un candidat et le Président de la République un autre ? C'est que... Non. Enfin, je ne crois pas que le Président de la République ait fait un communiqué ou quoi que ce soit. Je crois que, effectivement, le choix a été fait par En Marche. Myriam El Khomri se revendique. Le choix a été fait par En Marche de ne pas mettre de candidat face à Myriam El Khomri, ce qui effectivement est un signe. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la confiance qui sera apportée au gouvernement. Mais d'accord, mais en même temps, le Premier ministre soutient quand même Pierre-Yves Bournazel. Ça crée une cacophonie. On se dit même, est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie au sommet de l'État aussi ? Mais je vais vous dire, attendez, parce que les deux sont courageux. Myriam El Khomri, elle a eu le courage de porter une loi travail, qui n'allait pas assez loin, mais qui, aujourd'hui d'ailleurs, va servir un peu de socle pour les ordonnances de cet été. Et Pierre-Yves Bournazel, il a eu aussi un certain courage, celui dans sa famille politique, de dire, moi, je veux être constructif, j'ai pas envie de perdre 5 ans. Donc vous voyez, donc que le meilleur gagne, exactement, que le meilleur gagne et que les électeurs du 18e arrondissement fassent le meilleur choix. Voilà. Quand vous regardez un petit peu le panel de ces presque 400 députés qui pourraient rentrer à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, ils sont quand même un petit peu novices ? J'ai, en tant que secrétaire général délégué du groupe UMP en 2007 à l'Assemblée nationale, accueilli de nombreux nouveaux députés. Et je peux vous dire, j'ai fait le constat d'une chose, c'est qu'ils se mettent très vite dans le bain, parce qu'il y a une envie d'agir. Je crois que d'ailleurs la génération qui va arriver dans l'hémicycle est une génération d'ailleurs très jeune, c'est-à-dire qu'on est autour de 45 ans de moyenne d'âge, une génération qui n'est pas là pour être ou paraître, mais pour agir, pour faire... Ce ne sont pas des professionnels. Je voudrais juste vous soumettre cette petite phrase de Sylvain Maillard. Oui, tout à fait. Qui a gagné au premier tour. Gagné au premier tour des Républicains En Marche. Les politiciens professionnels qu'ils dégagent, vous mettez cela sur quoi ? Le manque d'expérience ou le manque de respect ? Non, je crois qu'il y a une aspiration profonde, c'est que les carrières de 30 ou 40 ans dans la vie politique, ça cesse. Voilà. Et donc, la vie politique, c'est à un moment donné, apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est en aucun cas une succession de mandats. D'ailleurs, la loi
de retour de confiance dans la vie politique va prévoir qu'on ne pourra pas faire plus de 3 mandats successifs dans une même fonction. Voilà, c'est plutôt sain, c'est avoir une sorte de respiration démocratique. Voilà, c'est ça, je crois, le sens de son propos. Professionnel de la politique qu'il dégage, c'est pas quelque chose qui vous a choqué? Vous n'avez pas envie de dégager, vous? Oui, mais vous savez, moi, je n'inscris pas mon action dans les 30 prochaines années. Je pense que j'ai fait un petit bout de chemin dans le privé à un moment. Après, effectivement, j'ai plongé dans le grand bain politique. Mais voilà, il faut savoir qu'on n'est pas irremplaçable et qu'on est là pour, voilà, de façon... On est d'ailleurs pas propriétaire de nos sièges, de nos fonctions, de nos mandats. Il faut rester très humble par rapport à ça. Et je crois que c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses. Instaurer une dose de proportionnelle, ça réglera tout ce qu'on a entendu sur l'abstention, sur ces gens qui se détournent de la politique? Je crois que le mal est plus profond et c'est pas la proportionnelle qui va régler tout d'un coup. Maintenant, il faut sûrement le faire. Mettre une dose. Ça fait des années qu'on en entend parler. Surtout mettre une dose pour permettre à tous les courants d'être représentés. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, la fracture à réduire avec un certain nombre de citoyens qui pensent que les politiques n'agissent pas pour eux, c'est un combat de tous les jours. C'est aussi d'ailleurs ce qui a légitimé la création d'En Marche il y a un peu plus d'1 an. Et souvenez-vous, c'est ce mouvement politique qui a été tiré des centaines de milliers de sonnettes, qui a ouvert des centaines de milliers de portes pour construire un diagnostic du pays et bâtir un projet. Et je crois que c'est d'ailleurs cette démarche d'écoute et de dialogue avec les Français qui a fait le succès d'En Marche et que du coup les Français se sont dit tiens, c'est un peu différent. Et si les Français nous accordent cette majorité absolue dans quelques jours, il conviendra de garder cet esprit, cette flamme. Même si dans la typologie des candidats de dimanche, on ne peut pas dire que toutes les catégories soient bien représentées, etc. quand même. Il faut le reconnaître, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins, très peu d'agriculteurs, très peu d'artisans. Enfin, c'est pas la France dans sa diversité quand même qui est représentée. Regardez, il y a le patron du RAID, il y a des agriculteurs. Enfin, non, ils ont un point commun. C'est qu'ils ont tous le sens de l'engagement. C'est-à-dire qu'ils ont précédemment, souvent, pris des responsabilités dans le monde associatif, ou en tant qu'élus locaux, ou dans la vie syndicale. Bref, ce sont des gens qui ont déjà donné du temps pour les autres, et ils poussent leur engagement. Dites-moi juste une chose. Dimanche, vous aurez la majorité absolue, a priori, à l'Assemblée nationale. Vous savez, tant que le dernier bulletin de vote n'est pas dépouillé, on ne peut pas dire, mais en tous les cas, ce qui se dessine... Non, mais a priori, ce qui se dessine, c'est une majorité absolue, sans le modem. Et c'est heureux parce que... Sans le modem. Donc vous n'avez plus besoin du modem. Non, je crois qu'il y a un contrat, entre guillemets, il y a une alliance. Cette alliance, c'est faire réussir le projet présidentiel, c'est faire réussir la France. Et ce qui est sûr, c'est qu'avoir une majorité absolue, ça a une vertu. C'est éviter d'être dans le tragicomédie qu'on a vécu sur le dernier quinquennat, avec des frondeurs qui ont effectivement rendu compliqué l'action du gouvernement. Aujourd'hui, il y a un besoin d'efficacité, il y a un besoin donc d'action. Et voilà. Jean-Baptiste Lemoyne, Theresa May était à Paris hier soir, pas seulement pour aller au Stade de France. Avant de déclencher la négociation sur le Brexit, Emmanuel Macron semble tenter de la retenir dans l'Union européenne. Est-ce que ça serait mieux sans les Anglais, l'Union européenne, au fond, pour vous? Bon, le Brexit, ça a été un choc pour tout le monde quand même, parce qu'ils étaient dans l'Union européenne depuis 1973. Ce qui est sûr, c'est que si les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, oui, il faut repenser l'Union, son fonctionnement. Et d'ailleurs, le scrutin, le référendum en Grande-Bretagne montre qu'il y a un impératif, c'est faire en sorte que cette Union européenne, elle soit perçue pas comme lointaine, mais qu'elle soit perçue comme efficace. Ça peut aider à cela si les Britanniques s'en vont? En tous les cas, ça impose effectivement de repenser totalement les choses en matière migratoire, en matière de défense, etc. Alors que l'Europe a des compétences, on a eu le sentiment qu'elle était trop absente. Et donc, vous le savez, je crois qu'on est à un moment où les Français, ils attendent des résultats. Et là aussi, au niveau de l'Union européenne, il faut des résultats. Et Emmanuel Macron, on l'a vu, lors des différents sommets internationaux, je crois qu'il est très attendu par ses homologues européens pour être une locomotive. Et avec Angela Merkel, ils sont en train, je crois, de jeter les bases d'un fonctionnement rénové de l'Union. Mais en tous les cas, là aussi, il faut être au rendez-vous des résultats, parce que sinon, on voit bien, ce sont les démagos qui veulent tuer l'Europe, alors qu'on a besoin, pour peser dans ce monde face à la Chine, face aux États-Unis, d'un continent qui soit véritablement uni. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon, proche d'Emmanuel Macron, d'avoir été invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Christophe Bordet, merci Mickaël Zanès.
Voilà, Jean-Baptiste Lemoyne qui était l'invité politique de Territoire d'Info quitte ce plateau et j'accueille, comme chaque mercredi, Denis Jambard, Denis ce matin. Et bonjour Radio. Cyril Viguier, bonjour Denis Jambard. Bonjour à tous. Et bonjour Yves Tréhard. Bonjour Cyril, adjoint du Figaro. De la rédaction Vous du Figaro. chinoisez pas ce matin là. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Cyril, bonjour Je voudrais Denis. qu'on démarre ce débrief de l'actualité et aussi des propos de Jean-Baptiste Lemoyne qui était notre invité sur le titre de la Nouvelle République ce matin que j'ai bien aimé, Vie publique encadrée et Bayrou recadré. Alors, Yves Tréhard, c'est un vétéran de la politique, là, contre un Premier ministre qui incarne une nouvelle manière d'en faire, qui s'est joué hier. Bah oui, il est rattrapé par la patrouille, je dirais. Hein. C'est le père Fouettard, le père la morale, à qui le fiston va faire la leçon. C'est un peu ça. Et là, ça va être compliqué. La saison n'est pas terminée. Ça va être compliqué. En plus, bon, il est garde des Sceaux. Imaginez que la justice soit saisie du dossier, ce qui sera vraisemblablement le cas. Il a quand même un œil sur le parquet, sur les parquets. Et puis deuxièmement, c'est lui qui, dès ce matin d'ailleurs, va présenter ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique, qu'il avait demandé. Il en avait fait une condition de son ralliement à Emmanuel Macron. Je pense que, si vous voulez, il a l'incarnation pour beaucoup, même s'il a du talent, s'il est très lettré, s'il est toujours agréable à écouter, surtout quand il récite des vers. Le problème, c'est que il est l'incarnation d'une vieille politique, de la cuisine politicienne. Ouais. Tout ce que il est victime du dégagisme ambiant. Non, il n'est pas victime. Il pourrait l'être, en tout cas. Il est victime de ses propres actes aussi. En tout cas, on verra si le président jupitérien supporte cette situation après l'élection législative. Et puis ça dépendra aussi des informations dont on disposera sur ces affaires-là. Mais ce matin, je l'écoutais ce matin à la radio et j'avais l'impression d'une sorte de remake de ce qu'on a vécu avec François Fillon dans La Défense. Vous voyez, alors on rentre de plus en plus dans le détail. Oui, mais l'attaché parlementaire européen, il travaillait à tiers de temps ou 2 tiers de temps pour le Parlement européen. Il était payé à 2 tiers par le Parlement européen, 1 tiers par le MoDem. Écoutez, de toute façon, la justice démêlera cette affaire-là, mais c'est vrai que c'est quand même une situation assez complexe. Quand vous donnez des leçons de morale et que vous le faites depuis très longtemps et que vous avez rallié la majorité sur le thème de la probité et de la moralisation de la vie politique, se retrouver pris dans cette affaire-là alors que vous portez cette loi de moralisation, ça devrait quand même peut-être interpeller sa conscience. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un jeune élu, sénateur, qui a rallié très tôt Emmanuel Macron et qui était un peu gêné ce matin? Ils vont tous être gênés. Vous avez entendu ils vont tous être gênés. Le Premier ministre lui-même était très gêné hier matin. La décision, elle va venir d'en haut, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je pense qu'il ne va pas se comporter. Il y a 2 cas, il y a Ferrand aussi. Voilà, mais il va falloir qu'un jour il coupe les branches pourries et il va les couper parce que sinon, il va mettre à mal, à terme, je veux dire, son quinquennat. On est dans le début du quinquennat. Je dirais pas les branches pourries, parce que laissons la justice décider de savoir si c'est pourri ou pas. Non, mais c'est une expression. C'est pas méchant vis-à-vis d'eux, mais le verre est dans le fruit. Il faut pas qu'il laisse le verre dans le fruit qui pourrait... Non, sinon on a l'impression que ça continue, que c'est la même chose qu'avant. Il y avait une volonté de rupture qui là est brouillée. Alors, autre bizarrerie politique liée aux législatives, celle-là, ils se revendiquent tous les deux de la majorité présidentielle et de la République En Marche. Il y a 2 candidats aux législatives dans le 18e. Myriam El Khomri, qui est soutenue par Emmanuel Macron, dit-elle, en tout cas, ça n'a pas été démenti par l'Élysée, et Pierre-Yves Bournazel, c'est assez sain, ça, je qui est trouve. soutien d'Édouard Philippe. Alors, expliquez-nous, on ne comprend pas. Mais non, on comprend tout à fait. Il y a une espèce... Mais non, c'est le jeu de la concurrence. Enfin, le Premier ministre soutient un candidat différent de celui du président, c'est quand même unique, non? Que le meilleur gagne. C'est les 2 facettes de cette majorité. C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste Lemoyne, notre invité, que le meilleur gagne. Il y a une facette de droite, une facette de gauche. Non, mais il a une compréhension absolument extraordinaire du macronisme. Il y a 2 facettes. Non, mais pour les électeurs, c'est quand même compliqué, Denis Jambard, de s'y retrouver. La preuve que non, c'est qu'ils votent et que... De toute façon, ils les ont mis en tête. Davantage des 2. Mais davantage la cote que l'autre. De savoir si cet électorat préfère le macronisme sensibilité de droite ou le macronisme sensibilité de gauche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est les 2 facettes du macronisme. Et c'est aussi peut-être la complexité du macronisme. Et la complexité du rôle d'Édouard Philippe, non? Premier ministre d'une majorité pas
pas encore complètement dessiné, qui va l'être. Écoutez, pour le moment, on n'a pas vu qu'il y ait une grande complexité, parce qu'ils ont l'air d'accord à peu près sur tout. En tous les cas, il fait le job. On est dans une présidence extrêmement forte, jupitérienne, autoritaire, qui, j'espère, ne sera pas trop autocratique. Mais tenir cette majorité, quoi, c'est ça l'enjeu. Oui, mais c'est pas la première fois. Il y a eu des majorités. En 93, il y avait 470 députés UDF et RPR. Celui qui avait le pas le plus difficile à faire, en fait, c'était quand même le Premier ministre. Il a rallié, maintenant il assume cette situation. Il savait bien qu'il devait l'assumer. Donc il l'assume, et je d'ailleurs trouvais qu'il l'assumait avec pas mal de fermeté. Oui. Face à ce vieux routier de la politique, il a dit les choses, il les a dites clairement. Face à ce vieux routier de la politique... prendre une expression que j'ai utilisée hier matin, qui ressemble de plus en plus lui aussi à un cheval de retour. Ouais. L'égocentriste, moi je l'appelle. Elle est en forme ce matin. On termine par l'Europe. Donc Theresa May était à Paris hier soir, pas seulement pour aller voir aller au Stade de France. Donc, et vous voyez comment bien Hollande, lui, perdait les matchs. Et enfin, on a perdu en Suède. Donc déclenchement des négociations sur le Brexit. Notre invité ce matin disait qu'au fond, ça pourrait peut-être aider à clarifier la situation que les Anglais quittent l'Union européenne. Oui, il y a toutes les versions possibles. C'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron. Non, lui, il voudrait plutôt... Emmanuel Macron, hier, d'ailleurs... La retenir, un peu. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il avait mandat de la part de Mme Merkel de dire ça à Theresa May. Parce que de dire à Theresa May, prenez votre temps, réfléchissez bien avant de quitter l'Europe, c'est une façon de dire, quand même, jamais oublier que Mme Merkel, ministre de l'Intérieur, Mme Theresa May, ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron, avant d'être Premier ministre, n'était pas favorable au Brexit. Le référendum anglais est très différent du référendum français. Il n'est pas impératif, il est simplement consultatif. Et donc, finalement, il peut y avoir une interprétation de ces élections législatives pour rentrer dans une période qui, au bout du compte, aboutirait à pas de Brexit du tout. Sincèrement, le vote qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi dernier, c'est aussi un vote de regret, d'une certaine façon, des Britanniques. Et donc, elle a d'une certaine manière un peu les mains libres, de nouveau. Alors que, quand elle a été nommée chef du gouvernement, elle avait les mains liées par ce résultat qui n'était pas impératif, il faut quand même le rappeler. Et du coup, peut-être, elle a les mains beaucoup plus libres qu'on ne l'imagine en réalité à la lecture des résultats. Tout à fait. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. J'y tiens. Denis Jeanbart, Denis ce matin et de Sud Radio, on regarde ensemble. J'y tiens aussi. On tient le zapping politique, le premier zapping des matinales d'infos. On regarde ça ensemble. Vous avez voté dimanche, vous avez voté pour un candidat En Marche ou pour un candidat socialiste? Pour un candidat En Marche. La palme des soutiens affichés revient à la 18e circonscription de Paris, où Myriam El Khomri affronte Pierre-Yves Bournazel. Je suis candidate socialiste et j'ai le reste qui soutient la majorité présidentielle avec le soutien officiel d'Emmanuel Macron. La socialiste s'enorgueillit du soutien d'Emmanuel Macron quand son adversaire s'affiche aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe. Elle est candidate au nom de la majorité présidentielle, elle se réclame du soutien de Macron, et on me dit que M. Bernard Cazeneuve va aller la soutenir. Mais comment voulez-vous qu'un seul électeur de ce pays ait confiance? Je serai opposant à Nathalie, je voterai pour elle. Parce qu'elle fait réfléchir les gens, parce qu'elle regarde l'avenir. Elle fait de la politique de manière ouverte, elle stimule les cervelles. L'intervention de Rachida Dati dans cette élection, c'est que elle a en quelque sorte joué au PMU. Elle a 3 candidats. Elle a poussé d'abord Henri Guénaud. Pourquoi est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet dit ça alors aujourd'hui? Parce qu'il faut bien qu'elle trouve des raisons à sa situation. Voilà, c'est la faute de tout le monde. Pour moi, c'est la faute des électeurs, c'est la faute de Rachida. Et puis elle a aussi placé une suppléante, une ancienne conseillère d'arrondissement, auprès du candidat En Marche. Donc je vous dis, Rachida, elle joue au PMU, elle joue placée, elle en a 3. La hiérarchie est énorme. Ah non, France à foutre. Adieu la liberté, on peut plus parler. La liberté de vous filmer, monsieur Mélenchon. 400 bisous qui arrivent, dont la plupart d'entre eux sont des CSP+, qui sont habitués à la vie triomphante et glorieuse, n'ont aucune espèce d'idée du Monaca qu'est la vie de député. Allez à derrière, monsieur. Il y a des gens qui s'intéressent, qui n'ont pas la chance d'être à Marseille, monsieur Mélenchon. Oui, sans doute, monsieur, vous avez raison, il y a des gens qui s'intéressent, mais pas sur Merci. François Bayrou se plaint auprès de moi, en fait, en expliquant que des journalistes de la direction de l'investigation jetteraient le soupçon sur des salariés du Modem en les interrogeant de manière abusive. Il étudie, c'est ce qu'il me dit avec ses avocats, la possibilité d'une qualification de
harcèlement. Je lui réponds en lui disant que le harcèlement, c'est une qualification pénale et donc que je peux interpréter son coup de fil comme une pression sur moi. Il se trouve que quand on est ministre, on n'est plus simplement un homme animé par ses passions ou par sa mauvaise humeur ou par son indignation. On est aussi voilà. Et donc, on ne peut plus, alors même qu'on reste un citoyen, on ne peut plus être seulement regardé comme un citoyen lorsqu'on est un responsable ministériel. Il n'y a aucune difficulté ou problème ou différence d'interprétation entre le Premier ministre et moi. On est attelés à la même tâche. Je pense qu'il a un côté Macron, Sarkozy en bien élevé et Hollande en décomplexé. Et ça va donner, en matière d'organisation du marché du travail, de protection sociale, pas des bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'information. Bonne journée à tous et à demain. Au revoir.